Alors, je suis hyper content de voir Émile parce que Business Class, c'est une entreprise qui existe depuis pas mal d'années. Je dirais presque une vingtaine d'années, Depuis 20 ans, depuis 2003. depuis 2003. Et on a travaillé ensemble dans le passé aussi. Voilà, et donc je travaillais avec Business Class il y a une vingtaine d'années. Et je travaillais avec la maman d'Émile. Donc maintenant, c'est à toi. Tu as repris le flambeau. C'est ça, j'ai repris. Ça fait depuis 2012 que je suis dans l'entreprise. Et ma mère est partie à la retraite en 2019. Donc j'ai repris à ce moment-là, juste avant le Covid, la bonne idée. Mais du coup, vous allez voir, ça nous a permis d'innover et de faire des choses un peu différemment dans la société. Super, donc avec un titre un petit peu provocateur parce que vos salariés nous mentent. Et ça, donc tu vas nous détailler, nous expliquer pourquoi ils nous mentent et la C'est ça. connexion avec évidemment la formation linguistique. À toi. Donc vous allez voir si c'est juste un titre sulfureux ou s'il y a du fond derrière, hein. Donc bienvenue, merci d'être venu. Donc Business Class, bah, comme Alan l'a dit, ça existe depuis 2003. Actuellement, on fait 12 000 heures de formation, on a à peu près 600 nouveaux apprenants par an, et puis du coup 20 ans d'expérience. Donc pour un peu introduire le sujet, je vous ai mis des statistiques. Donc on a 33% des apprenants qui viennent en formation qui disent avoir un niveau de moins à l'oral qu'à l'écrit. 67% d'entre eux ont un objectif de gagner 2 niveaux ou plus à l'oral suite à cette formation. Donc, sachant que les niveaux, on parle de niveau CEFR, donc 2 niveaux, c'est quand même assez ambitieux sur une formation, parce que après 8 ans d'anglais à l'école, on sort le niveau scolaire, c'est entre A2 et B1. Donc, sur une formation professionnelle, les formats, c'est des formats assez courts, 20 heures, 30 heures. Gagner 2 niveaux, c'est assez ambitieux, mais ça montre qu'il y a un vrai besoin de s'améliorer à l'oral. Et pourquoi on a ce besoin, en fait, c'est dans notre système scolaire français, souvent on est 30 par classe. Parler devant les autres avec les camarades qui ricanent, c'est assez stressant. Et finalement, on a beaucoup travaillé l'écrit, mais l'oral, ça pêche. Et c'est pour ça que la majorité des demandes, c'est sur l'oral quand on vient en formation. Et d'ailleurs, dans notre questionnaire de besoins, d'ailleurs, ces statistiques, c'est issu de plus de 4000 réponses sur notre questionnaire de recensement de besoins en entrée en formation. Et aussi, on se rend compte qu'il y a 3 fois plus d'apprenants qui nous disent vouloir s'améliorer à l'oral qu'à l'écrit quand on leur pose la question. Donc voilà, je vous ai mis aussi les verbatims, parce que dans notre questionnaire de recensement de besoins, on a un petit espace champ libre en demandant le besoin des apprenants. Donc on voit conversation, orale, fluidité, pas mal de lexiques liés à l'expression orale. On a aussi quelques besoins évidemment sur les emails, etc. parce qu'on est sur de l'anglais business. Donc voilà, la volonté principale, on se rend bien compte que c'est de s'améliorer à l'oral. Donc là, est-ce que vos salariés vous mentent, hein? Eh ben non, c'est la vérité, ils ont vraiment besoin de s'améliorer à l'oral. Et généralement, vous les envoyez en formation parce que vous avez besoin aussi qu'ils s'améliorent à l'oral. Parce que pour parler devant les clients, les fournisseurs, en réunion, il faut savoir bien interrompre un client ou un collègue pour ramener la discussion vers des choses essentielles, ce genre de choses. Donc non, ils ne vous mentent pas là-dessus. Du coup, la question finalement, c'est quoi la meilleure modalité pour s'améliorer à l'oral? Est-ce que c'est le e-learning? Est-ce que c'est la formation en groupe? Est-ce que c'est la formation en individuel? L'immersion autre? Je ne sais pas, regarder des séries américaines en VO par exemple? En tout cas, vos salariés, eux, ils ont déjà choisi. Quand ils vous demandent une formation en anglais, ils vous demandent tout le temps une formation en individuel. Mais est-ce que c'est vraiment ça la meilleure façon de s'améliorer à l'oral en anglais?
Il y a d'autres choses. Par exemple, on peut faire un working holiday, partir 1 an en Australie. Et là, on se rend compte que ça donne des résultats parce que quand on a des membres de notre famille qui le font, ils reviennent 1 an après, ils parlent anglais. Et en Australie, ils n'ont pas bachoté des règles de TOEIC, hein. Ils ont parlé, ils sont sortis dans le grand bain, ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont parlé. Mais bon, ici, on est dans de l'anglais business. Prendre une année sabbatique pour s'améliorer en anglais, quand on est en plein milieu d'un projet à l'international, c'est pas facile. Du coup, il y a le format groupe qui est pas mal aussi. Parce que du coup, on s'entraîne à parler devant les autres. On fait du travail collaboratif. Ça nous permet de faire des jeux de rôle qu'on ne peut pas faire en one-to-one avec son formateur en individuel. Par exemple, on a un atelier chez Business Class qui est comment interrompre en réunion en anglais, où on a un groupe d'apprenants qui parlent et puis un troisième qui vient leur couper la parole. Donc ça, on se rend compte que ce genre d'interaction en one-to-one avec son formateur, bah, c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment des synergies entre le groupe et l'individuel. On ne peut pas faire des choses de la même manière. Et l'idée, c'est pas de mettre les uns en l'opposition des autres, c'est de dire le groupe, c'est aussi important. Du coup, on a quelques statistiques à Business Class parce que on a des apprenants qui font de la formation en groupe et on a des irréductibles qui veulent faire que de la formation en individuel. Donc on leur a posé une question. Êtes-vous à l'aise pour parler devant un groupe en anglais? Ceux qui sont en groupe, en moyenne, ils sont à 2,3 sur 4. Donc 4, c'était très à l'aise pour parler devant un groupe et 0 sur 4, c'était pas du tout à l'aise pour parler devant un groupe. Donc, et les gens qui sont dans des formats que individuels, eh ben, ils sont que à 1,2 pour parler devant un groupe en anglais. Donc voilà, c'était important de sortir la statistique, mais ça paraît être une évidence. En fait, si on s'est entraîné à parler devant un groupe en anglais pendant la formation, bah, évidemment, on gagne en aisance et ben, on devient plus à l'aise. Et donc c'est ça le vrai besoin. Par contre, quand on propose aux salariés de faire une formation en groupe, ils ont tout un tas d'objections. J'ai des besoins trop spécifiques, tu comprends, mon métier est trop compliqué, je ne peux pas le faire en groupe, ça ne va pas coller à mes besoins. J'ai des contraintes de temps, le groupe c'est difficile à organiser, donne-moi un formateur individuel, je le bookerai quand je voudrais et ça sera plus facile. Mon métier est trop confidentiel, je ne vais pas pouvoir, là en groupe, comment on va faire? Et du coup, est-ce que ça, c'est les vraies raisons? Ou est-ce qu'ils vous mentent? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'ils ne veulent pas vous avouer? Avant de... Je garde le suspense. Je vous apporte un peu de théorie sur les choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du case study. Il y a le case study Netflix et il y a aussi le case study Arte versus TF1. Quand on demande à un Français sa chaîne de télé préférée, il nous dit que c'est Arte. Et c'est bizarre, dans l'audimat, c'est TF1 qui est le plus regardé. Netflix aussi, ils ont fait le même constat. Au tout début, je ne sais pas si vous avez utilisé l'application Netflix au démarrage, mais ils nous montraient des vignettes de films et ils nous demandaient lesquels films on préférait. On nous montrait une comédie américaine et un film de Hitchcock. Et en majorité, les gens choisissaient Hitchcock. Mais le soir, en rentrant du travail fatigué, ben, on regarde des choses un peu plus légères, plutôt des comédies. Donc il y a un décalage entre le déclaré et la préférence réelle. Et du coup, on se pose la question, finalement, quand on nous dit je préfère de l'individuel, est-ce que c'est pas juste du déclaratif et la réalité, c'est est-ce que le groupe, ça serait pas si mal? Et du coup, une des peurs inavouées, c'est la peur du ridicule, de revivre ce qu'on a vécu à l'école, les ricaneries des camarades. Et donc le groupe, c'est se relancer là-dedans et faire revivre ce stress qu'on n'a pas envie de vivre. Mais ça, c'est des choses que, et ben, quand on le pose en questionnaire, personne ne nous répond cette réponse-là.
Alors, on a fait un petit micro-trottoir sur le salon hier. Et du coup, on voulait vous partager le témoignage d'une personne. Aujourd'hui, vous empêcherez de vous former en anglais, par exemple? Je pense le manque de pratique et l'appréhension, la peur du ridicule, toutes ces choses-là. Donc, je vais pouvoir me pitcher en anglais, mais c'est vrai que le faire devant beaucoup de monde, je suis pas encore assez au niveau. Ok, très bien. Du coup, là, c'est pas une peur inavouée, hein. Il nous parle vraiment de la peur du ridicule. Et du coup, nous, on se pose la question de, OK, le groupe, c'est mieux pour avoir des résultats, pour parler à l'oral, mais comment les amener vers le groupe, en fait? Parce que si on leur force le groupe comme ça va pas marcher, en fait. Donc nous, on a 2 axes, casser les objections et rassurer l'apprenant. Donc en fait, nous, l'idée, c'est pas de mettre en opposition l'individuel et le groupe, c'est de se dire, mais en fait, les deux sont importants. Et donc, c'est de faire un mix des 2 modalités. On a de l'individuel. Du coup, le salarié, ses besoins spécifiques, il va pouvoir les traiter avec son formateur en one-to-one. S'il a des choses très confidentielles, il peut le voir avec son formateur en one-to-one. Ça peut permettre aussi de poser les questions bêtes qu'on n'ose pas poser devant un groupe. Et on a la partie groupe qui permet de s'entraîner à parler devant les autres, de faire tout ce qui est roleplay, etc. Donc ça, c'est notre plateforme. Du coup, en fait, suite au Covid, d'un coup, tout le volume de formation est arrivé en ligne. Donc on s'est mis à Zoom et on s'est dit, mais là, vu qu'on a enlevé la contrainte d'espace, parce qu'avant, il fallait aller sur Paris, faire un groupe, c'était très difficile d'organiser. Maintenant, on a des ateliers de formation qui sont tous les jours, hein, sur tous les niveaux, parce qu'on a plus de 400 apprenants sur notre plateforme. Et l'idée, c'est de faire du just-in-time. Donc, si on a un besoin d'interrompre quelqu'un en réunion, ça tombe bien, on a un atelier pour s'entraîner là-dessus. À droite, on a les filtres, donc on peut filtrer par thématique, s'améliorer dans les meetings, dans les présentations, sur le téléphone. Et la problématique d'organisation, on a des filtres. Si on est disponible que les lundis l'après-midi, on peut cocher la case et trouver le workshop qui convient bien. On a aussi quelque chose de très frustrant dans les formations en groupe, c'est quand il n'y a pas assez de participants, on nous dit on est obligé d'annuler la formation parce que faute de candidats. Donc nous, à Business Class, les gens ont déjà fait un effort pour s'inscrire, on n'a pas envie de leur dire que le truc est annulé. Donc on maintient les formations même s'il y a une seule personne. Et du coup, on transforme le groupe en individuel. Mais on ne veut pas annuler les formations. Après, le côté pour rassurer l'apprenant, on a une phase d'onboarding avec notre Customer Success Manager où on leur présente la plateforme, la partie en groupe. La première session en individuel avec le formateur, c'est à ce moment-là où on prépare l'apprenant à aller dans un groupe. Parce que à cette étape-là, en fait, le formateur il demande à l'apprenant comment tu te sens pour aller rejoindre un workshop. Et à cette étape-là, on a plus d'un apprenant sur 2 qui nous dit là, j'ai vraiment trop le stress, je le sens pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la peur inavouée, parce que en recensement des besoins, personne ne nous parle de cette appréhension de parler devant un public. Et d'ailleurs, parler devant un public, ce stress-là, on l'a aussi à tous les niveaux, que ce soit B2. On peut se dire, ouais, mais il est B2, en anglais, il est bon, il devrait pouvoir être à l'aise pour parler devant les autres. Mais c'est pas facile. Regardez, moi aujourd'hui, je parle devant vous. Je maîtrise bien le français, je pense que. Mais il y a quand même la question de trac, c'est toujours. Et donc voilà, on a plus d'un apprenant sur 2 qui nous dit avoir peur là-dessus. Donc on leur propose de continuer jusqu'à 2 sessions en individuel avant de les lancer dans le grand bain sur les workshops.
Mais l'idée, c'est pas de les lancer d'un coup et qu'ils soient, voilà, qu'ils aient trop peur. Il faut travailler là-dessus. Voilà, donc pour résumer, l'apprenant, il voit tous ses besoins individuels, il s'entraîne à parler en groupe. Et puis après, on a des exercices de e-learning qui sont liés aux thématiques. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler aussi de tout ce qu'on fait sur l'e-learning et l'IA chez Business Class. Mais vu que 90% des thématiques aujourd'hui étaient sur l'IA, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler d'un peu de l'innovation pédagogique aussi, finalement, de mixer le groupe et l'individuel. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, c'est le temps pour les questions. Si vous voulez échanger avec Elie sur le sujet effectivement du format des formations linguistiques. Et puis, on sait qu'en France, on a une tendance à aller vers l'individuel. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est un sujet qui est important. D'ailleurs, on a notre stand qui est juste à la sortie si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez avoir une session test sur nos ateliers, c'est avec plaisir. Bonjour. Vous vous présentez? J'allume maintenant. Merci beaucoup. Bonjour, Karen de Rocle, GIE AXA. Vous avez parlé des outils que vous utilisez pour proposer les échanges. Vous utilisez uniquement Zoom, qui parfois est soumis à des conditions de sécurité, ou vous avez d'autres outils par lesquels vous passez? Là, pour le coup, on n'utilise que Zoom parce qu'on a plus d'une centaine de clients sur la plateforme. Et du coup, on est obligé de choisir un outil spécifique. Ouais. Mais je sais que c'est difficile des fois de se battre avec son service IT pour whitelister Zoom et leur expliquer qu'on en a besoin pour les formations d'anglais. Merci. Est-ce que, ouais. Vas-y. Toi, tu voulais... Ah, pardon. Oui, bonjour, Alexis, formateur en anglais. Juste une question très simple. Est-ce que vous êtes passé d'un modèle où vous aviez des face-à-face à un modèle entièrement en ligne? Alors, c'est le marché qui veut ça. Avant, on faisait 80% de présentiel, donc avec beaucoup de clientèle parisienne, beaucoup de boîtes de tech, de start-up parisiennes, où là, nos formateurs se déplaçaient chez eux. Et avec le Covid, justement, je vous disais que ça nous a permis d'innover, de créer ça, parce que du jour au lendemain, on est passé sur Zoom. Du coup, on a formé tous nos formateurs à animer des formations sur Zoom, ce qui ne suffit pas juste de partager son écran, en fait. Donc ça, on a fait tout ça pendant le Covid. Et en fait, dans notre secteur de l'anglais, je pense qu'on est un des secteurs où on est beaucoup plus resté en visio que d'autres secteurs de la formation. J'ai des confrères sur le management qui sont plutôt arrivés sur un rythme 50-50 en visio présentiel, alors que l'anglais, les clients demandent encore beaucoup de visio. Je crois que c'est aussi du fait que l'anglais, on est sur des rythmes longs, extensifs, où on va faire 1 heure ou 2 heures d'anglais par semaine sur plusieurs semaines. Et du coup, c'est plus facile à organiser et à caler dans des agendas en visio. J'ai un client aussi qui me disait que c'est vrai qu'avant, faire les formations, quand on était dans l'open space en visio, c'était un peu compliqué parce que ça gênait tout le monde. Et maintenant, avec le télétravail, on peut le faire de chez soi. Donc, c'est plus agréable pour l'apprenant parce que on a parlé de la peur de parler devant les autres et du ridicule. Donc, c'est aussi chez soi, comme ça, on est dans sa bulle, c'est plus facile. Et j'ai aussi un client un peu mauvaise langue qui me disait au moins quand ils sont en formation en télétravail, je sais ce qu'ils font, ils ne sont pas en train de regarder la télé. Donc voilà, ça rassure aussi certains micromanagers qui ont besoin de ça. Mais voilà, ce n'est pas forcément une volonté de notre part, c'est vraiment la réalité du marché. En tout cas, chez Business Class, c'est 80% des demandes en visio et 20% en présentiel maintenant. Merci Elie. Bonjour,
Je suis Isabelle Druer, responsable formation pour Akiem, c'est du leasing dans le ferroviaire. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous proposez des formations dans d'autres langues et aussi ces formats groupes dans d'autres langues que l'anglais. Alors, ouais, très bonne question. C'est vrai que l'anglais, chez Business Class, c'est 90% de notre chiffre d'affaires, c'est sur l'anglais. On fait d'autres langues, on fait beaucoup de français pour les étrangers. Typiquement, je vous ai dit, on a pas mal de clients qui sont dans le monde de la tech, les startups, etc., où il y a des grosses tensions de recrutement, où on doit recruter du personnel étranger, et après, ils arrivent en France, même si tout le business se fait en anglais, étant à Paris, il faut quand même qu'ils survivent et qu'ils puissent acheter leur baguette de pain. Donc, on les forme un peu sur le français là-dessus. Mais sur la partie groupe, justement, on le propose que sur l'anglais, parce qu'on n'a pas assez de volume sur les autres langues, malheureusement. Donc après, on peut le faire en intra, mais on n'a plus le côté just in time et la facilité de la plateforme. Il semble que tu travailles avec beaucoup d'entreprises de la tech. Est-ce que Business Class a un positionnement spécifique? Comment t'expliques cela? Je pense que c'est un peu un hasard aussi. C'est que c'est vrai que les sociétés parisiennes, c'est beaucoup du service. Et puis au fil de l'eau, c'est vrai qu'en se constituant un carnet d'adresses dans ce monde de la tech, on a des références et du coup, on a des clients qui nous recommandent à d'autres clients qui sont du même secteur et c'est pour ça qu'on est très très représenté dans le monde de la tech. Étant basé à Cergy-Pontoise aussi, on a quelques gros comptes qui sont à Cergy-Pontoise, notamment Clarins pour les cosmétiques. On a Louis Vuitton, on a le personnel de l'ESSEC, l'école de commerce. On ne forme pas les étudiants, mais on forme leur personnel. Par exemple, il y a une des demandes récentes, c'était de pouvoir faire le tour du campus pour présenter le campus aux étudiants étrangers. Donc là, on les a formés sur le langage de la direction et de montrer les choses. D'accord, merci. Et c'est quoi les prochains défis de Business Class en termes de projets ou d'innovation? Là, on travaille beaucoup comme tout le monde là dans le salon. Tout le monde a parlé d'intelligence artificielle, de chat GPT. Donc là, on est en train de créer tout notre contenu e-learning. Et aussi pour la roadmap là, 2024, c'est de pouvoir générer des exercices e-learning sur mesure sur les sessions en individuel. En groupe, c'est beaucoup plus facile parce que le format, il est déjà structuré. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de nos formats groupes, mais c'est des formats d'1 h 30 basés sur des roleplay avec 6 personnes maximum. Et donc là, le format, il y a déjà des slides très structurés. Donc créer du e-learning sur ce contenu, c'est facile. L'enjeu de demain, c'est sur les formations en individuel où on ne maîtrise pas forcément le sujet à l'avance, de pouvoir générer des exercices de conciliation en fonction de ce qui s'est dit dans la formation en individuel. Donc là, on travaille là-dessus et on sera prêt pour la rentrée en septembre. Super, merci.